Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire sur le témoignage de Laurent Ricot, directeur général de Prévôté Logistique, sur la collaboration avec Spacefil et sur son retour d'expérience sur la relation client digitale. Bonjour Laurent. Bonjour Maxime. On va attendre, je crois, une petite minute. On va commencer par se présenter tous les deux si ça te va, le temps que les dernières personnes nous rejoignent. Ouais. Là, on a plusieurs dizaines de personnes qui sont connectées, donc c'est vraiment chouette. Ça va être une belle séance. N'hésitez pas toutes et tous à poser des questions en direct si vous n'avez jamais utilisé cet outil de webinaire qui s'appelle Livestorm, qui est assez pratique. Vous pouvez poser des questions directement en bas à droite. N'hésitez pas à les poser en cours de discussion. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de très structuré avec des questions-réponses uniquement à la fin. On aura plaisir à débattre de certains sujets. Laurent, je te donne la parole peut-être pour te présenter, comme tu es le centre de l'attention et la raison pour laquelle on est tous présents ici. Merci, c'est gentil, c'est un peu d'autre d'honneur. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Laurent Ricot, donc je suis le directeur général adjoint en charge du pôle logistique de Prévôté. Prévôté, c'est une société de transport et logistique qui a été fondée en 1947, qui fait partie du groupement Astre, qui réalise 75 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 4 grands métiers, dont la logistique est un métier. Et en logistique, on fait à peu près 7 millions de logistique en direct et 20 millions si on y associe le transport qu'on met avec. Donc, sur les 75 millions, ça commence à peser un peu. Donc, voilà. On est prestataire 3PL. On s'est développé, on existe depuis une trentaine d'années. Et on a développé une grosse activité logistique avec 40 000 mètres carrés d'entrepôt sur 4 bâtiments principaux. Chaque bâtiment gérant des clients à sa dimension. On a donc une population de clients qui correspond à notre dimension de société de PME. On a une quarantaine de clients différents sur les 40 000 mètres carrés, donc ça situe un peu le cadre de l'activité logistique. Le plus gros client fait 5000 palettes, le plus petit fait 50, pour situer un peu. Donc, on a tout type de choses et on est présent sur l'industrie, sur la grande distribution et sur le e-commerce un petit peu plus maintenant depuis ces dernières années. Voilà, résumé, la situation de Prévôté Logistique avec Spacefil aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent, et vous avez connu une belle croissance les dernières années, un beau développement, puisque nous, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble Oui, ça maintenant, fait et 4 ans vous avez maintenant. eu une belle... Ouais. Ça fait 4 ans, ça fait 4 ans qu'on, sur les chiffres, on va dire, on a doublé de surface et doublé Ah, on de... t'entend moins bien Laurent là, tout d'un coup. Je Il y sais a pas si... une petite baisse de... Ouais, Ça va? ouais, Là, ça va? Donc, parce que j'ai non. rafraîchi. Ah non, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai l'impression. On t'entend beaucoup moins Hein? bien. Est-ce que là, ça va mieux? Je regarde le micro, mais j'ai pas... On m'entend? Ah, ouais, là, on t'entend là. Ouais, ouais. Non. On va essayer comme Ouais, ça. donc je disais qu'on a effectivement doublé la surface sur les 10 dernières années et doublé le nombre de clients sur les 10 dernières années, avec une expansion beaucoup plus rapide sur les clients à forte valeur ajoutée, comme dans le e-commerce et dans le commerce. Ok, mais effectivement, c'est une belle histoire, et nous, ça fait presque 4 ans maintenant qu'on travaille ensemble. C'est ça. Euh, ça va faire le bon parallèle pour mon introduction. Je suis Maxime Hussard, je suis le directeur général, et j'ai créé la société Spacefil il y a 8 ans maintenant. Ça fait 4 ans, presque 4 ans qu'on travaille ensemble avec Laurent et avec la société Prévôté Logistique sur nos solutions de collaboration client et d'expérience digitale. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un retour d'expérience 4 ans après, maintenant que Prévôté utilise 3 produits différents de Spacefil, et tu pourras nous partager le bon et le moins bon, ce qui Ouais, fonctionne, ce qui fonctionne moins. L'idée, ouais. c'est pas de faire une pub pour Spacefil, mais un vrai retour d'expérience, et ça, c'est super important. On essaye, enfin, de notre côté chez Spacefil, on reste une jeune société, on essaye d'innover souvent, on met beaucoup de ressources dans la R&D
Et donc les retours de nos clients, et ça peut-être que tu pourras en témoigner, Laurent, Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on a essayé de construire ensemble avec ouais, les tout à années, fait. et il reste beaucoup de choses à construire. Mm. Bon alors, il y a deux chiffres qu'on a mis en avant. Laurent, on en reparlera plus tard, c'est la baisse des tâches administratives et c'est la présence plus forte dans les appels d'offres, plus 40% de présence dans les appels d'offres, et on en reparlera juste derrière. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur le développement commercial. Et les tâches administratives, ça, c'est intéressant sur la rentabilité. On va essayer de se focaliser autour de ça. N'hésitez pas à poser des questions et à demander Mm. à Laurent, voilà, comment est-ce qu'on a pu mesurer ces chiffres-là, son avis aussi, parce que l'idée, c'est pas de présenter des chiffres qui soient totalement absurdes, c'est des belles réalisations, on en est super fiers, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'envers du décor et de comprendre comment on y est arrivé. Pour rentrer dans le concret, pour introduire un petit peu, donc, chez Spacefield, ça fait 8 ans qu'on existe, ça fait 8 ans qu'on essaye euh, de digitaliser et d'aider à la digitalisation du marché de la logistique, et on a vu une énorme évolution sur ce marché avec un écoulement, on va dire, de l'innovation technologique qui est parti du B2C et qui est allé vers le B2B. L'expérience e-commerce qu'on arrive tous à vivre en tant que consommateur, bah, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le développement des marques e-commerce sur le marché, ces marques, elles veulent avoir la même expérience avec leurs logisticiens que ce qu'elles offrent à leurs clients au quotidien. Et parce qu'elles sont marquées dans leur culture, et donc on le voit arriver en logistique, ce qui n'était pas le cas du tout il y a 10 ans. Et donc, il y a 10 ans, Laurent, tu pourrais nous parler, puisque ça fait maintenant pas mal de temps que tu es à la direction de Prévoté. Comment tu as vu évoluer ce marché, toi, sur les 10 dernières années, dans tout ce qui est expérience client, relation client au quotidien? Alors, bon, moi, effectivement, je rejoins un peu ce que tu as dit, Maxime, par rapport à l'évolution tech. Aujourd'hui, moi, ça fait j'ai quasiment 30 ans que je suis dans ce métier avec les prestataires logistiques de Prévoté, puisque je suis quasiment au démarrage de l'histoire de Prévoté. Donc aujourd'hui, on a démarré avec des clients, on va dire, locaux, dans lesquels on utilisait peut-être parfois leurs solutions, beaucoup d'Excel à côté. Enfin, c'était un peu un démarrage un peu artisanal. Et ça s'est professionnalisé. Et il a fallu se professionnaliser au fur et à mesure des évolutions de clients, de secteurs, de spécificités. Donc, on a évidemment upgradé nos WMS. Le WMS a répondu très longtemps aux besoins, mais chacun, on va dire, client et prestataire d'entre nous, était resté dans son précaré. Et puis, c'était assez opaque, malgré tout, et tout était une affaire d'homme, hein, finalement, dans les relations, avec beaucoup de commerce, beaucoup de relations, beaucoup de temps à passer, à échanger avec les interlocuteurs. Et petit à petit, l'informatique a réuni un petit peu ça, la technologie a réuni un peu les univers, et il a fallu évidemment, et ce qui a porté fortement la cause, c'est la transparence des opérations. Aujourd'hui, il n'est plus du tout envisageable pour un client de ne pas savoir ce qui se passe chez son prestataire, où qu'il soit. Donc aujourd'hui, c'est ça qui a fait exploser un peu l'évolution, et c'est ça qui, aujourd'hui, moi, m'a dit il faut qu'on arrive dans une transparence la plus totale, parce que justifier en permanence de sa qualité de service, ben, à un moment donné, c'est lassant. Et il faut le prouver, il faut passer des temps et des temps, des heures carrées en réunion, en déplacement, en commerce, convaincre. Ben, tout ça, je pense que l'univers technologique permet de gagner un peu de temps là-dessus, rassurer. Aujourd'hui, il n'y a rien de tel, quoi. Aujourd'hui, de dire d'être en totale transparence, je pense qu'il n'y a rien de tel que pour rassurer le client. Et c'est cette évolution-là qui a marqué les choses. Et je pense que ça, sur les outils technologiques, et je pense que demain, ça sera encore pire. Je me souviens, il y a 3 ans, la dernière fois qu'on avait fait une intervention comme ça tous les deux, on t'avait posé une question dans le public qui était mais est-ce que la transparence, finalement, c'est pas dangereux pour un prestataire logistique? Je pense que tu t'en souviens, et tu avais fait exactement la même réponse. Tu avais dit Ouais. bah, c'est vrai qu'il y a peu d'acteurs qui ont fait ce choix-là. Montrer le bon et le moins bon, ça peut être un petit peu, ça peut faire peur. Exactement. Ici, la même chose, c'est que la transparence, c'est bien parce que ça rassure, mais ça montre aussi les failles.
Et les failles, il faut les affronter. Et effectivement, il faut être transparent. Et c'est le risque du métier, mais je pense qu'il y a plus à gagner qu'à perdre. Et j'en suis encore aujourd'hui convaincu. Et d'ailleurs, les chiffres d'évolution m'ont donné raison. Écoute, c'est vrai que 3 ans après, maintenant, on peut faire le bilan et content que tu gardes la même ligne. J'avance un tout petit peu puisque c'est ce que tu as dit, c'est aujourd'hui bah, les clients chargeurs, ils veulent cette expérience digitale, ils le demandent de plus en plus dans les appels d'offres. Nous, de nos chiffres, aujourd'hui, ça a un peu changé. Il y a 3 ans, on disait que c'était un appel d'offres sur deux. Maintenant, on est presque à 60%. On a fait une petite étude là, sur une centaine de 3PL l'an dernier. On est presque à 60% des appels d'offres qui demandent ce qu'ils appellent soit une tour de contrôle digital, soit un Ouais, portail client. ouais. Et maintenant, portail client, en plus, veut dire beaucoup plus de choses qu'avant. Je ne sais plus avec qui j'en parlais là, récemment, je crois que c'était à la SITL. Portail client, avant, ça voulait dire visibilité, donner la capacité de voir ce qui se passait dans les commandes ou dans les stocks. Et aujourd'hui, portail client, ça veut dire collaboration. Ouais, c'est C'est ça. capacité à modifier des commandes, capacité à les bloquer, à les rappeler, à mettre des règles, à récupérer les documents, à mettre en place des automatisations si possible, à faire des connecteurs. Enfin, ça recoupe beaucoup plus de réalité, une réalité beaucoup plus complexe finalement. Et je me souviens un webinaire qu'on avait fait il y a quelques années aussi, où justement nous on essayait de promouvoir un petit peu ce discours parce que c'est ce qu'on vend évidemment, et on disait, bah voilà, il faut changer la réalité derrière portail client. Mais pourquoi est-ce que finalement cette réalité elle a changé? Je pense qu'aussi il y a eu à la fois un coup de pouce et à la fois une vague qui est arrivée avec moi ce que j'appelle les 3 PL digitaux, donc enfin les acteurs digitaux qui sont arrivés il y a quelques années, il y a une dizaine d'années dans le secteur. Donc on connaît très bien Big Blue en France, mais c'est pas un phénomène franco-français, hein, c'est un phénomène mondial. Il y a Ebu qui est au Royaume-Uni, on pourrait citer Hive, les Allemands, ou Stord aux États-Unis. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ça fait des années que j'entends la même rengaine. Ces prestataires-là, ce pas des prestataires. Et finalement, opérationnellement, ils n'ont pas la même qualité de métier que des prestataires historiques qui ont l'habitude, qui font de l'humain, qui ont une vraie relation et une vraie empreinte régionale. Et pourtant, c'est des boîtes qui, au-delà du marketing, parce qu'on est tous d'accord qu'ils ont énormément de moyens, il y a beaucoup d'argent qui a été levé, donc il y a beaucoup d'acquisition clients qui est facilitée, bah derrière, ils gagnent quand même des appels d'offres et ils gardent quand même les clients. Là, on voit l'année dernière, Big Blue, ils ont atteint les 100 millions de chiffre d'affaires. Alors, il y a l'acquisition d'un site de Dispeo qui a aidé, mais on regarde aux États-Unis, Stord, qui est le leader mondial, il a atteint le milliard d'euros de chiffre d'affaires en moins de 7 ans d'existence. Et ça, en fait, nous, quand on essaie de l'analyser, on a essayé d'appeler certains de leurs clients pour comprendre. Bah, finalement, parfois, les clients payent un peu plus cher la prestation logistique, mais ils vont quand même choisir de travailler avec eux, justement pour cette transparence de l'expérience, pour cette autonomie, pour cette facilité de connectivité aussi finalement, malgré, j'ai envie de dire, les défaillances opérationnelles qu'il peut avoir. Alors il y en a qui partent, je pense que tout logisticien quasiment connecté ici a déjà récupéré des clients insatisfaits de ces acteurs-là, donc ils en perdent peut-être plus que des logisticiens traditionnels, mais en tout cas c'est hyper attrayant d'un point de vue commercial. Et là, je voulais te donner la parole, Laurent, parce que je sais que toi, il y a un véritable sujet de différenciation dans les appels d'offres que tu as connus. Tu m'as dit tu as 40% en moyenne d'appels d'offres en plus dans lesquels tu arrives à rentrer et surtout tu restes au deuxième tour plus facilement, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, pour compléter un peu ce que tu dis par rapport à l'expérience client et au digital, je fais simplement un petit résumé sur le passé parce que aujourd'hui, on répondait à des appels d'offres. Et je pense que tous les prestataires autour de la table ont vécu, mais les réponses à appels d'offres, les slides, on va dire, liés à l'informatique, on était assez discret ou assez généraliste, on va dire. On disait on sait faire, mais difficile de mettre en avant, comment dire, d'étayer un petit peu ces slides, un petit peu technologiquement, comment on les tournait, et qu'est-ce qu'on met dedans, comment on répond, etc. Je pense que tout le monde sait faire et on se disait comment on met en valeur ça. Donc on était assez discret, on disait oui, on sait faire, on a une équipe informatique, on a tout ce qu'il faut, on sait tout faire. Voilà. Maintenant, pour le mettre en valeur, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec le portail et un petit peu avec les connexions qu'on a mis en place, ben,
Déjà, on peut mettre un peu plus de concret sur les appels d'offres. Les liaisons sont un peu plus claires, l'aspect technologique est un peu plus clair, donc on arrive à effectivement mettre en valeur cette transparence d'une manière un petit peu plus aisée. Après, ça permet effectivement de dire, c'est pas une option, c'est déjà quelque chose de facilitant, et dans ce qui est facilitant, il y a une deuxième chose, c'est le délai de mise en place. Aujourd'hui, la première chose que nous, on avait, c'était OK, on va s'interfacer en EDI, on va se connecter, je ne sais pas quoi, on va développer les interfaces. Ça prenait un temps monstrueux, un temps de dingue. Bien souvent, bah, ça faisait réfléchir parce que les coûts étaient importants, les coûts de mise en place. Alors, sans penser à on les prend ou on les facture, ça, c'est encore une autre option commerciale, c'est à choisir en prospection, mais ça se pose. Et là, aujourd'hui, avec un connecteur ou des portails API tels que Spacefield, c'est du plug and play, même si parfois il y a des spécificités, des choses un peu à pousser. On Bien a sûr. divisé par 3 le temps de connexion. Ah, Donc, c'est sûr. on Je n'étais était, pas au courant de ce chiffre. ouais, on était plutôt sur 3 mois de mise en place. On est passé globalement à 1 mois. Ok, C'est quand même pas neutre. Alors évidemment, après, on teste tout, mais en termes de mise en place, en logistique et les 3PL le savent, c'est des délais assez longs de mise en place, etc. Il y a beaucoup d'apprentissage au démarrage, il y a beaucoup de choses à caler. Et si c'est pas bien calé, d'ailleurs, ça pose problème qualitativement. bien sûr. C'est toujours difficile. Donc ça, effectivement, ça a été un gros apport. Et donc là, on en parle beaucoup plus sereinement aussi. S'il faut aller vite ou s'il faut. Alors, même si on a divisé par 3 le délai moyen, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui se met en place facilement, mais c'est rassurant. Ça veut dire que pour tout le monde, c'est pas un gros pavé où il faut emmener tous les services informatiques et puis appeler tous les services de la Terre et puis faire faire à des bugs, etc. Donc ça simplifie un peu aussi un peu la relation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, nous, on est encore, une fois, on parle des gros, on va dire, des, des gros clients où on a une prestation un petit peu informatique dans tous les sens, entrée, sortie, base à article, etc., état de stock généraux. Mais aujourd'hui, nous, on a aussi des clients, des tout petits clients, ou des petits clients, on va dire, un peu moins capés en termes informatiques. Et là, ça leur apporte aussi une solution technologique sur laquelle ils s'appuient sur un partenaire sans avoir à investir eux-mêmes dans quelque chose. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc, quelle que soit la taille du client, on a une réponse adaptée technologique qui peut les intéresser. Donc, soit un délai, soit un support, soit les deux. Ok. Et ce qui derrière, vous, j'imagine, vous facilite la vie puisque vous recevez moins de demandes service client et les commandes directement dans le WMS. C'est aussi effectivement le pendant. Et puis, c'est ce qui permet aussi derrière. euh, Tu disais qu'on était présent au deuxième tour. Alors, effectivement, on a augmenté la qualité de nos slides de présentation dans les appels d'offres sur cette partie technologique, hein. Du coup, on a suscité beaucoup plus d'intérêt, on a augmenté et on a vu aussi les dimensions des prospects qu'on avait grandir aussi par rapport à ça, parce qu'on avait une réponse adaptée. Aujourd'hui, on est une PME, hein, donc on est une PME, on est face à des gros faiseurs, des nationaux, et que ces gros nationaux, ben, ils surfent sur leur image, nous, on surfe sur les outils qu'on peut apporter et les services qu'on peut apporter. Donc, c'est deux options différentes, c'est deux prismes de regard différents, et c'est ce qui nous a permis d'augmenter un petit peu le nombre d'appels d'offres qu'on a. Donc, on est passé aujourd'hui sur un taux de service, un taux de transformation de 15-20% à 20-25%. Mais sur les 20-25%, ce qui est important, et c'est ça le chiffre de 40% qu'il faut noter tout à l'heure, c'est qu'on a augmenté le taux de transformation, mais grâce à une présence accrue au deuxième tour, parce qu'à chaque fois qu'on a répondu à des appels d'offres, on a été 40%, 4 appels d'offres sur 10 de plus ont été présents au deuxième tour. Et c'est ce qui nous a permis d'être présents au deuxième tour. Parce que si vous n'êtes pas présent au deuxième tour, bah, vous n'avez pas de chance de concrétiser. Donc, c'est ça, les 40% d'évolution.
Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie modification. Voilà. Ok, bah écoute, merci de ce témoignage. Et ça fait potentiellement plus de business. Et même sur le business actuel, j'aimerais avoir ton avis, tu vas comprendre un petit peu l'efficacité dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu, parce que tu l'as déjà fait un peu en introduction, mais comment vous fonctionniez avant avec vos clients, notamment au niveau de la relation client au quotidien, que ce soit au quotidien ou dans les comités de pilotage, et maintenant, ce que ça a concrètement changé pour vous, comment vous faites? On avait deux types de clients. On avait un type de client petit et qui n'était pas trop informatisé et qui nous envoyait des mails. Et on saisissait les mails. Ça fait donc trois types. Donc, on saisissait les commandes et on leur envoyait des mails ou des fax de confirmation, parce que moi, le Ouais, fax c'est parti, mais aujourd'hui, c'était des mails de confirmation. Donc, on saisissait et on lui faisait un rapport. Le deuxième, c'est que ben, on arrivait avec certains clients à lui faire extraire des données et on transformait ces données dans un Excel et on importait avec une petite moulinette qu'on avait créé notre propre les données pour éviter cet aspect saisie et on les importait dans ouais, le WMS. Et puis le troisième, on était en EDI. ouais. Et là, c'était avec les clients un peu plus gros, on était en EDI. Et là, il fallait mettre en place ce qu'on a dit tout à l'heure, des liaisons informatiques importantes avec les ERP ou les CRM des clients. Du coup, avec la mise en place du portail Spacefield, on a supprimé les deux premiers postes pour les joindre dans la collaboration du portail Spacefield. Donc, en fait, ce qui s'est fait, on a voulu l'EDI, on n'a rien changé, hein, il n'y avait pas de raison de changer, ça fonctionnait. Mais par contre, 60% de notre business, eh ben, c'était des petits ou des moyens clients sur lesquels on était un petit peu soit tout en saisie, soit en semi-saisie, donc semi-artisanal. Et le portail nous a permis de gagner un petit peu tout ça, d'homogénéiser cette relation et d'harmoniser cette relation. Les petits, on leur a mis en place le portail Spacefield, et ils n'avaient plus qu'à, au lieu de nous envoyer les commandes pour qu'on les saisisse, ils n'avaient plus qu'à saisir dans le portail. Mm. Et les moyens, on les a connectés au Spacefield et on a interfacé avec Spacefield. Donc, ce qui veut dire que globalement, de 4-5 minutes de traitement administratif par opération, on est Mm. descendu à 1 minute. Donc, 1 minute. Et ce que je voulais un peu évoquer par rapport à ça, ça c'est la grande évolution par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on a, grâce à ça et grâce à l'interfaçage, multiplié par aujourd'hui 40 le nombre de flux traités par jour et par personne. Ouais. Dans les 3 ans de collaboration. Donc, on est passé, je regardais tout à l'heure les chiffres parce que sur les ratios de productivité, on est passé de 10 commandes jour traitées à 300-400 commandes jour aujourd'hui. Ah ouais, Donc, d'accord. c'est quand même pas mal. Donc, bon, ça, j'empiète un peu peut-être sur la partie ROI dont Mm. on va peut-être exposer après le retour, mais en tout cas, tout ça s'est fait avec zéro personnel administratif de plus. Tout a été Ok. absorbé en direct par les équipes actuelles. Ouais, donc tu as pu augmenter la qualité, faciliter le travail des équipes et finalement faire ta croissance avec la même taille d'équipe. Exactement, exactement. Alors après, on occulte un peu aussi tout l'aspect de saisie où il y a tout ce qui est erreur de saisie. Ouais, On n'est pas. Alors tout ça, je n'ai pas les chiffres en tête à vous communiquer, mais en tout cas, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que de quelques erreurs de saisie, parce qu'il en passe toujours, ça supprime totalement ces erreurs de saisie. ouais. Et je dirais presque même, s'il n'y a que des prestataires avec moi en face, ça reporte le problème chez le client. C'est vrai. Ça reporte pas mal le problème chez le client, je te confirme. J'ai même un de mes clients qui m'a dit qu'il facturait, avant il facturait super bien la partie saisie, mais qu'en fait il avait tellement de problèmes secondaires derrière à cause de petites erreurs par-ci par-là que ça lui coûtait tellement cher qu'il perdait plus d'argent que quand il Ouais, facturait, il préférait se débrouiller et dire allez on rend le problème au chargeur. ouais. Alors après, moi,
C'était pas aujourd'hui, c'est l'autre problématique, c'est Ouais, qu'effectivement les coûts administratifs qu'on facturait avant, bah forcément on se bah fait oui, taillader dessus, hein, on se fait bien sûr. taillader et forcément faut faire un retour, il faut faire un retour au client aussi, il faut partager les gains. Ça Bien sûr. c'est l'aspect on va dire caché derrière, mais c'est une réalité aussi. Écoute, en tout cas, je pense que ça facilite pas mal le positionnement et ça évite quelques conflits au moment des comités de pilotage où, en stress, les coups de fil, de: «Qu'est-ce qui se passe? Vous me réglez ça tout de suite», enfin, en tout cas, pas tous, mais quelques-uns. Ouais, ouais, et puis bon, vous avez de la réactivité, c'est-à-dire qu'ils sont plus à la veille, non plus, ou ils attendent plus les rapports de fin de journée, ils le voient en permanence et en temps réel. Donc ça permet d'agir, de rassurer malgré tout. Alors, le stress a posteriori devient a priori, c'est-à-dire que bah, quand il y a des choses qui évoluent pas ou qu'il y a un peu des lenteurs sur les choses, bah, effectivement, Ouais. ça crispe les choses. Bon, voilà, c'est là où cette partie relationnelle commerciale, et c'est aussi un des points que je voulais évoquer. Ouais. Aujourd'hui, les agents administratifs qui faisaient de la saisie, on a aussi totalement un peu changé de métier, hein. Mmh. Les opératrices de saisie que j'avais moi, qui étaient basiques, aujourd'hui, ont dû effectivement upgrader leur niveau, se tourner plus vers de la proactivité, vers de la relation client. C'est pas tout à fait le même job Ouais. pour elles. Donc, effectivement, ça remonte un peu de valeur dans ces opératrices de saisie qui étaient quand même des opérations assez basiques et répétitives. Là, ça devient des vraies assistantes administratives. Donc, c'est aussi un profil de personnel qu'il faut accompagner et faire évoluer dans ce sens-là. Ouais. Mm. Ouais. Ça, c'est, c'est un véritable une conduite du changement, en fait, finalement. La formation en interne, conduite du changement Ouais, sur, l'utilisation et d'ailleurs, c'est un retour que tu me faisais, c'est pas parce qu'on a un outil qui peut faire plein de choses que les équipes vont l'utiliser à 100 que les clients vont ouais, l'utiliser à 100. tout à fait. Ouais, L'exemple des incidents dont on parlait, en préparation de ce rendez-vous, c'est une fonctionnalité que vous utilisez, assez peu, finalement, aujourd'hui et tu m'avais dit que vous souhaitiez l'utiliser un peu plus, c'est ça? Je sais pas, ouais, en ouais, parler. c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, c'était pas quelque chose. Alors, parce qu'aujourd'hui, ça faisait effectivement écho à dire le client note des incidents, etc. Alors déjà, un incident, ça veut dire Ouais, qu'il y a un malaise, première chose. Deuxième chose, ça veut dire qu'il faut le traiter. Et en général, on n'aime pas trop les incidents et traiter un peu ce genre de truc. C'est toujours, on est en porte-à-faux, hein, ouais, bien sûr. donc c'est délicat. Mmh. C'est délicat. Après, dans les incidents, on couvre tout. Et après, nous, on suivait effectivement, et c'est là où on a la difficulté, c'est de dire, il y en a qui l'envoient par mail, il y en a qui l'envoient par incident, il y en a qui l'envoient, qui appellent. Nous, comment on suit ça? Donc Ouais. ça, aujourd'hui, c'était un gros frein, c'est qu'on avait plusieurs sources de données, Mmh. et c'est pour ça qu'on n'y va pas. Le deuxième, c'est que on capitalise toutes ces données dans un tableau Mmh. et qui nous permet de suivre une satisfaction qualité ou des indicateurs qualité. Donc, l'enregistrement multiple et le suivi qualité, il faut qu'on arrive à régler ces deux points-là Mmh. pour dire que ça ne soit pas un travail supplémentaire, mais que ça soit intégré et Bien qu'on sûr. arrive à avoir le même résultat en capitalisant sur ça. Ça, c'est ce qu'on n'a pas encore réussi à faire. Ouais. Et il faut harmoniser ce traitement-là pour réussir à traiter ces incidents. Par contre, ça reste une ambition et un objectif de le faire et de passer par cet enregistrement parce que bah, aujourd'hui, on se rend compte que bah, de 50% de mes clients avec Spacefield, on est aujourd'hui à 80% qui l'utilisent d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, ça change un peu la donne. Deuxièmement, même les clients en EDI, il faudrait avoir une passerelle qui est à développer et qui reste à développer pour Mmh. nous jeter dans les incidents aussi de Spacefield et savoir avoir un module qui capitalise un peu tout ça. Alors ça, c'est ce qui nous reste à travailler, je crois, Maxime, un peu, Ouais, parce que et c'est pour il nous ça qu'on reste ne l'utilise pas. C'est pour ouais, ça qu'on ne l'utilise pas aujourd'hui, mais l'ambition, c'est de l'utiliser parce que je suis convaincu que le portail collaboratif complet, c'est quelque chose qu'il va falloir développer et utiliser. ouais, bah, justement, c'est ce dont on parlait sur la R&D.
c'est des retours comme ça qui nous permettent de prioriser. Tu vois, on est en train de réfléchir. Bon, et après, on passe au sujet suivant parce que l'idée, c'est pas de rentrer dans des considérations trop techniques. Pour expliquer à tout le monde, il y a une fonctionnalité collaborative de déclaration et résolution d'incidents qui peut être à la main du prestataire logistique ou à la main du client. C'est un outil de ticketing, si vous voulez. Et cet outil de ticketing, il y a des clients qui vont le prendre en main et l'utiliser. Il y a des équipes chez les prestataires logistiques qui vont le prendre en main ou des personnes qui vont le prendre en main et pas d'autres. Et quand on fonctionne avec un email, avec des emails, comment est-ce qu'on arrive à tout centraliser? Parce que s'il manque 20% de l'information, on n'est pas capable de piloter ou de tout gérer de manière intelligente. Là, on est C'est en là train de réfléchir où... à ça, Laurent, comment récupérer le flux d'emails potentiellement et Ouais. le mettre dans l'application. C'est On là fera où, pas. c'est là où l'intelligence artificielle va peut-être nous amener une solution. Exactement, ça va nous aider. Ça va nous aider. On en parlera dans d'autres discussions. Ouais. Qui seront plus focalisés sur le produit. On a pas mal de choses en cours. Je voulais continuer. On a presque fini. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en parallèle si vous le souhaitez dans l'audience. Nous, ça nous permettra aussi de rebondir et de vous partager des cas concrets qui correspondent un petit peu à votre réalité. Aujourd'hui, Laurent a mis en place 3 parties du Oui. produit Spacefill chez Préauté Logistique. On a commencé par le portail. Ouais. Ensuite, par-dessus, on a mis la partie connecteur et IA qui permet de connecter un Shopify, un Gorgias, un CRM ou d'autres systèmes. C'est avec une API ouverte au client. Et tu as mis en place la partie prise de rendez-vous à quai, qu'on appelle le Space Doc, le Doc Scheduling, récemment pour avoir une gestion client à 360, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc effectivement, c'est tous les portails que j'ai mis en place avec vous. Alors, pour les 2 premiers, bon, je pense que on s'est assez étendu, l'histoire Ouais. est claire. Pour le doc scheduling, le Space Doc aujourd'hui, en fait, on était chez Shiptify à la base, hein. On utilisait déjà un peu Shiptify, mais c'était un outil complémentaire qui n'était pas lié du tout au reste. Il n'y avait pas d'interaction. Et c'est là où l'aspect du portail collaboratif devient intéressant. C'est que tous ces outils-là, et on l'a développé un peu ensemble, Ouais. ce doc scheduling, avec l'avantage supplémentaire, c'est qu'on lit les commandes du client à ce module de prise de rendez-vous. Et dans ce module de prise de rendez-vous, on a non seulement on l'a lié, on lit les statuts, donc ça permet aussi d'avoir une transparence un peu plus en amont, un peu plus large aussi avec les transporteurs ou avec les fournisseurs de nos clients, qui aussi, on leur donne un accès à cet espace. Donc ils prennent rendez-vous, nous, ça nous permet d'organiser, le doc scheduling nous permet d'organiser simplement les réceptions, les expéditions, etc., le flux de commandes dans les entrepôts, hein, simplement pour ça, pour optimiser un petit peu ça. Donc aujourd'hui, par contre, il est en liaison maintenant avec les clients. Les clients ont une vision de tout ce qui se passe, ont une vision de ce qui va arriver ou de ce qui arrive, parce que je crois aussi, tu me corriges si je me trompe, Maxime, mais il me semble que tout ce qui est donné de doc scheduling remonte dans les stocks prévisionnels. Oui. Il me semble aussi, il y a un lien Ouais. aussi. Oui, il y a un Donc, lien. Et c'est le même il y a un connecteur lien. WMS. Donc, une fois qu'on s'est connecté une fois avec ton WMS, il y a tout qui est lié. Donc c'est ça. Donc c'est ça aussi qui nous intéressait et ce qui donne aux clients la vision de le stock dispo et le stock à venir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, j'ai pas encore trop de retours par rapport à l'utilisation des clients par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui vient d'être mis en place il y a quelques mois, hein. Ouais. Donc je sais pas quelle satisfaction encore. Je sais pas l'expérience que je peux vous en remonter aujourd'hui, mais en tout cas j'ai pas personne n'a hurlé. En général, c'est plutôt bon signe. Et après, sur cet aspect de prise de rendez-vous, il y avait un point important et qu'on n'avait pas non plus du côté Shiptify, c'est la mise en place des documents où tout est transféré numériquement. Le client nous met les BL à disposition de ce qui va arriver, nous on met à dispo les BL qui sont partis, les CMR, les lettres de voiture, etc., qui sont associés à ça. Donc ça veut dire qu'on n'a plus non plus de remontée administrative à faire, de confirmation d'expédition avec les documents associés.
on ne numérise plus les choses pour dire voilà, c'est bien parti, etc. Donc, c'est quand même un point aussi important. Alors, c'est pas grand-chose, mais mis bout à bout, sur le nombre d'expéditions, ça fait quand même du bruit. Bah, ça, Donc, c'était ton retour d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ouais, Laurent, pour continuer à optimiser d'un point de vue opérationnel. exactement, ouais, c'était l'objectif. Donc, et c'est pour ça que bah, on revient un peu sur les incidents. Je pense que si on arrive à collaborer un petit peu sur les incidents, si on arrive à trouver une solution d'interfaçage, bah, je pense qu'on aura augmenté encore le spectre. On est peut-être sur les 360, on est peut-être à 340, il nous manque un petit peu des choses. Écoute, on va travailler, on va continuer à travailler. Avant de passer Ouais. sur la partie ROI, financement, enfin, je pense que c'est assez intéressant côté, parce que c'est un sujet qui revient tout le temps côté prestataire logistique. Comment est-ce qu'on finance l'informatique? Comment est-ce qu'on le refacture au client ou pas? Ou est-ce qu'il y a un vrai ROI? Il y a une petite question qui est sur le déploiement du portail Spacefield. Combien de temps a été nécessaire pour le déployer? Donc, je pense qu'on peut être très transparent, Laurent, sur la connectivité avec ton WMS, les tests, le déploiement client par client, sachant qu'en plus, on l'a fait il y a longtemps. Donc, je pense que voilà, tu pourras apporter pas mal de recul. Mm. Alors, sur des solutions, tout dépend un peu de la solution d'interfaçage et de l'ERP qui est en face, mais on va dire qu'on passe de une semaine, entre une semaine et un mois, Mm. selon les spécificités qu'il y a à développer. Globalement, en fait, pour toutes les API, on va dire standard et les solutions plug and play, c'est une semaine. En une semaine, ça peut être déployé et mis en place. Pour tout ce qui est développement un peu plus poussé, retour d'informations, notamment chez le client, etc., parce qu'il le veut souvent d'une certaine manière, traduction, etc., bah, ça peut prendre jusqu'à un mois. Voilà, maximum, c'est à peu près ça, là, pour moi, pour mon retour d'expérience, c'est à peu près ça. Je ne sais pas si c'est dans les standards que tu Si, estimes, mais si, si, c'est dans les standards. Et après, et avant, il y a la connexion fondamentale avec le WMS, où là, nous, ouais, on est préconnecté avec plein de WMS différents. Je ne sais pas si tu veux communiquer sur ton système WMS, donc je ne le ouais. mentionnerai pas. Mais on est déjà préconnecté. Donc, il y a certains systèmes, ça nous prend moins de 2 semaines finalement, toute la partie connectivité WMS fondamentale et test. Et pour certains, ça peut aller jusqu'à 8 semaines en fonction des différents systèmes. Et il y a un tiers des prestataires logistiques avec qui on travaille qui sont multi-WMS. Donc, on va se connecter avec plusieurs WMS différents pour être une surcouche globale. Voilà un petit peu. Mais sinon, oui, client par client, c'est à peu près ça. Et il y a des clients extrêmement simples. On va juste leur ouvrir des accès. Donc là, c'est dans la journée. Mais sinon, pour tout ce que tu as dit, je suis entièrement aligné avec toi. D'accord. Ouais, alors c'est vrai que après, si on parle du e-commerce, par exemple, souvent aujourd'hui, on est à la fois connecté avec un ERP et avec un Ouais, CMS type PrestaShop ou je sais pas quoi. En ouais. général, les clients ont les deux. Et soit ils communiquent ensemble deux, soit on se connecte aux deux, effectivement. Donc, on ne cumule pas, dans ce que j'ai expliqué dans la semaine ou les mois, on ne cumule pas ces données-là par système, quoi. PrestaShop ou ERP, pour moi, c'est inclus dans le même système. C'est l'interface client. Je Ouais, parlais du délai d'interface client, ouais. quel que soit Super. le nombre de connecteurs. Super, super clair. Et lié à ça, il y a une question qui est est-ce qu'on peut développer toute la partie import et connecteur natif, expliquer ce que ça fait concrètement. Il y a deux parties. Il y a la partie faciliter la connexion avec le système et il y a la partie suivi également du connecteur. Là, je crois que c'est aussi activé chez toi, Laurent, la capacité de suivre en EDI job après job et en API tous les messages qui sont passés pour voir s'il y en a un s'il y a eu un Exactement. problème, s'il y en a un qui est Ouais, en pause, qu'il faut rejouer, etc. On ouais. peut le voir visuellement et la DSI a la main dessus. Exactement, moi j'ai regardé justement avant, là, il y avait un message d'un client, enfin un flux d'un client qui était tombé en échoué. Donc Mm. vous le voyez tout de suite, vous êtes alerté en fait immédiatement. Donc ce qui permet de réagir assez vite, quoi, hein, parce que ça tombe pas dans les oubliettes, quoi. Pas de temps en temps, on avait quelques pertes, hein, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont tracées, quoi. Donc Ouais. ça c'est plutôt rassurant aussi. Et là, on est en train de travailler sur quelque chose justement, Laurent, qui est comment est-ce qu'on peut inclure ce flux
dans notre partie automatisation. Donc, on a lancé une partie automatisation il y a quelques mois aujourd'hui, et pouvoir dire, bah, tiens, si jamais tu as un SLA sur les transferts de flux avec tes clients, bah, pouvoir te remonter une alerte automatiquement si jamais il y a un flux critique ou s'il y a un flux qui ne respecte pas ou qui est en risque de ne pas respecter un SLA. Voilà, on est en train d'imaginer des choses comme ça actuellement. Donc, si vous voulez, Ouais, c'est un ouais, mais middleware, cette partie. c'est plutôt bien parce que c'est effectivement tendance, c'est qu'aujourd'hui tout est informatisé et sans informatique on est quasiment à l'arrêt. Et parfois c'est quand même c'est de moins en moins entendu et les plans de, on va dire, secondaires, mode dégradé, c'est de plus en plus compliqué. Donc effectivement, il faut sécuriser cette partie-là. Ouais. Ouais. Je te propose qu'on avance à la dernière partie, Ouais. qui est la partie ROI, qui est la partie financement. De manière générale, une des premières questions qu'on me pose en commerce, c'est mais est-ce que mes clients vont accepter de payer pour ça? C'est la première question, je pense, qu'on me pose. Et puis après, on dit oui, oui. Et puis, bien sûr, je vais retrouver une partie de mon ROI dessus. Mais d'abord, est-ce que mes clients vont accepter de payer pour ça? Donc, est-ce que tu peux juste nous partager ton expérience sur tes clients existants versus les nouveaux clients, parce que c'est toujours la différence. Et puis, il y a les petits et les gros, évidemment, ça aussi, ça joue. Comment Ouais. ça s'est passé pour toi? Alors, j'avoue qu'on est allé dans la démarche et dans l'évolution sans se poser cette question. Elle est arrivée évidemment très vite après. Elle est arrivée très vite après, mais l'idée c'était plutôt d'avancer et après de voir comment on allait faire pour le financer. Euh, alors, deux choses. Les clients existants, aujourd'hui, moi, les clients existants aujourd'hui, c'était impossible et inconcevable de leur dire, bah, au fait, j'ai mis en place une nouvelle solution, elle est Bien sûr. vachement mieux, mais en plus, il faut que vous la payiez. Donc ça, c'était hors de question pour moi. Donc, Ouais. tous les petits et moyens clients que j'ai basculés pour leur offrir une solution technologique, j'ai tout absorbé. Ça Ouais. leur a rien coûté de plus. Et tu es allé Par chercher contre, ton ROI sur ta productivité additionnelle. ouais, Ouais. voilà, et j'ai été chercher sur ma productivité. Par contre, sur les nouveaux clients, j'ai effectivement proposé et j'ai créé un système d'abonnement, comme vous me l'avez fait pour moi, Mmh. Ouais. où j'ai reporté, on va dire, en fonction des critères, on a défini un peu les critères en disant, bah, si on s'interface et on se connecte, il y a parfois des frais de démarrage, des frais d'installation EDI ou des frais de connexion. Ils peuvent en avoir aussi de leur côté, donc ils sont habitués à payer ce genre de trucs. Donc là, c'était de dire, ben, nous, on va avoir un petit abonnement et on vous met en place un portail avec la prise de rendez-vous, avec la collaboration, les stocks, etc. Donc tout ce qu'on a vu avant. Et vous pouvez bénéficier de ce portail. Et nous, ça nous évite des frais administratifs. Donc par contre, on vous facture un abonnement, un petit abonnement. On a créé l'abonnement. Euh, euh, et on vous met en place ça. Et l'abonnement, globalement, revenait à, je vais être transparent avec vous, entre 100 et 300 euros par mois. J'arrive en fonction des options qu'on a mis en place, à les mettre en œuvre avec les clients. C'est des petites sommes, mais évidemment, vous vous y retrouvez dans les coûts administratifs, parce que les coûts administratifs, je les ai évidemment baissés en conséquence par rapport à ça. Les frais de démarrage, bien souvent, je parle des frais de démarrage techniques, il n'y en a plus. Ils sont absorbés dedans, ça fait partie des choses. Donc aujourd'hui, c'est un vrai argument aussi de différenciant qui dit bah, vous n'avez plus rien à faire parce que tout est pré-mappé. Donc ça ne vous coûte rien de votre côté et ça nous coûte un petit peu de notre côté. Ils le payent en abonnement, ce qui aide à passer. Et après, il y a un abonnement un peu plus premium qui est de dire, bah, si vous voulez nous faciliter la vie, mais en plus que moi, je vous facilite la vie en retour et que votre système informatique se mette en, en liaison Ouais. directe et que vous n'ayez pas d'interface ou de portail, Ouais. mais que ça réagisse directement sur votre système et que ça soit totalement transparent pour vos salariés, bah là, il y a un petit coût supplémentaire de retour, en fait. Donc, on a trois abonnements. Un abonnement basique, un abonnement un peu standard où ça se connecte à notre WMS, ça facilite notre travail, et un abonnement où ça facilite notre travail et le travail du client. Donc, c'est comme ça qu'on a différencié un peu les choses. Et on a évidemment plus facturé de développement technique
et de coûts spot à la journée pour mettre en place ces solutions informatiques. Voilà. Qui marche surtout bien sur la partie e-commerce, hein, pour être hyper transparent Voilà. pour tout le monde. C'est là qu'on arrive à l'automatiser ou à le rendre industriel, plutôt qu'automatisé, industrialisé, le mieux, et c'est là que ça fonctionne hyper bien. Oui, tout à fait. Ouais. C'est là où il y a effectivement déjà le nombre de flux est multiplié par, par 20, 30 par rapport aux petites commandes. Donc, ça se justifie encore plus facilement. Et puis, en général, ce sont des gens qui sont habitués à cette technologie, à ces choses-là. Donc, eux, ça les choque pas du tout. Les plus compliqués à convaincre, ça reste les industriels. Ouais. Les industriels, c'est très, très compliqué à convaincre. Ils ont leur système. Souvent, c'est des machines de guerre, c'est des AS400, c'est des gros trucs. Ouais. Parce que même SAP, les gens qui utilisent SAP aujourd'hui, on est interfacé Ouais, avec SAP et on sait bien sûr, interfacer avec SAP. Donc, bien sûr. voilà. Donc, ces solutions-là, et je vois, mais les industriels un peu à l'ancienne, là, c'est compliqué Ouais, à faire évoluer. c'est très Le compliqué. reste, grande distribution, e-commerce, voilà, Ouais, c'est facile. c'est Donc, facile. ouais. Donc, effectivement, on a vendu un peu d'abonnements. Et puis, ce qu'il faut rajouter en dernier lieu, c'est que les clients à qui ont bénéficié de la gratuité au démarrage ont petit à petit voulu évoluer en options aussi. Et ben, il y a certaines options qu'on a commencé à dire, bah, ça a un coût. Ouais, Et là aussi, on les a parfois, pour ceux qui sont ou évolués ou étaient intéressés, ramenés sur des systèmes d'abonnement, mais a posteriori. ça prend du temps. Ça prend du Ouais. temps. Ouais, moi, ce que je vois de manière générale, enfin, la majorité des cas, c'est la première année, c'est quasiment tout le temps offert à la base Mm. client installé. Il y a peut-être au sein de la renégociation annuelle des choses qui peuvent être faites, mais sinon, c'est à partir de la deuxième année que soit on arrive à les emmener sur d'autres plans, ils veulent plus de choses parce qu'ils y ont goûté pendant quelques mois, soit on leur dit, bah voilà, j'ai pris cet investissement à ma charge maintenant. Partageons l'investissement ensuite. Aussi une chose qui aide grandement, et je pense que les prestataires à cette webinaire vont s'y retrouver, c'est que la base article, aujourd'hui, elle évolue énormément. C'est un outil essentiel au métier de la logistique, aux évolutions technologiques, et que cette base article, quand il faut la faire évoluer et que le client doit la faire évoluer pour conserver sa productivité ou ces choses, parce que ses références évoluent en permanence, bah là, ça prend du sens d'interfacer. Et ça prend du sens de dire, bah oui, effectivement, la base article, il faut la gérer. Et la gérer aujourd'hui, ça demande une spécificité de gestion, parce que bien souvent, on s'est retrouvé avec les petits clients avec un décalage. C'est-à-dire que nous, on faisait évoluer la base article, Ouais, et puis lui, pas de son côté forcément. Et puis, il lui manquait des informations. Et puis, quand il avait des contrôles de son côté ou des mm, cohérences de poids avec ses transporteurs, il peut y avoir des écarts. ouais. Voilà. Donc, ces petites choses-là aident aussi. Et Et ils ça, sont tu hyper pouvais pas le faire. importants. Tu pouvais pas le faire avec ton WMS, ça? De quoi l'interface Ouais, c'est cette partie sur la base article. Si, je peux le faire sur mon WMS, mais aujourd'hui, on s'est retrouvé avec. En fait, moi, je le faisais de mon côté, il le faisait Ouais, peut-être de son côté d'accord. ou peut-être pas. Et on avait parfois des écarts importants de gestion, Ouais, notamment sur la base article, parce que à chaque fois qu'on crée des nouveaux produits, il en meurt certains autres. Nous, on a une base article qui devient quand même hyper importante. ouais, Et de son côté, c'est pareil. Et puis, il y a des références, des chain codes qui deviennent doublons en des moments. Il y a des choses il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, ça peut impacter. Donc, en fait, on se retrouve avec un écart de gestion, parfois avec le client, à cause de cette base article. ok. Donc là, le fait que ça soit partagé, finalement, tout le monde voit les écarts de Alors, tout manière. le monde voit les écarts, on est liés en permanence, et puis et c'est là où nous, on a pris l'option aussi, c'est de dire, bah, quand ils créent leur base article, ça s'importe directement dans le WMS et ça crée la base article directe, hein, et ça, c'est un confort. Mais quand ils la font évoluer, bah, nous, on reçoit une information. Par contre, on a choisi le mode de confirmer au client l'information parce qu'on maîtrise notre base article et on ne veut pas qu'elle soit mise à jour automatiquement par le client.
Ok. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel on est resté vigilant parce que la solution de facilité de la création tous azimuts engendre peut-être des problématiques Ouais, de bien sûr. process. Bien sûr. Et toi, à la fin, c'est ton client qui te tient responsable de la prestation logistique. Exactement, Et donc, tu es exactement. obligé de pouvoir justifier de cette responsabilité. Exactement. Voilà. Ouais, Donc ça aussi, c'est des choses un peu masquées qu'on découvre au fur et à mesure, mais qu'il faut prendre en compte. ouais. Ouais. Tu as raison. Et d'ailleurs, lié à ça, il y a une question. Comme on a dit qu'on a parlé de la base article, on a parlé des stocks, on a parlé des commandes, on nous demande quels sont les éléments interfacés nativement avec le WMS, à part ces trois éléments-là. Tu as la capacité de répondre là à cette question ou trop technique? Les commandes, Les stocks, les commandes, la base article. Il y a d'autres informations qui sortent du WMS ou qui y rentrent. les flux d'entrée, la réception, Comment? Pardon, j'ai euh, pas entendu. les flux d'entrée, la réception. Les flux d'expédition, ok. Les flux d'entrée, aujourd'hui, dans le e-commerce, beaucoup, c'est les retours. Ouais, Donc, c'est c'est vrai. un enjeu. C'est Ouais, un enjeu, les retours. Et ça, il faut que ça soit effectivement interfacé. Et puis, est interfacé aussi toutes les spécificités de colisage associées aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Et aujourd'hui, le client récupère toutes ces informations de colisage. Et aujourd'hui, on a mis en place toute la dématérialisation des factures. ouais, Parce que quand on exporte des commandes, il y a souvent des factures associées aujourd'hui. ouais. Donc, on a aussi lié cette partie-là Les documents, ouais. euh, et tous ces documents. Mm. Alors, on a aussi, voilà, On a mis aussi lié les liens de quelques tracking photos. aussi. Et les On a, liens de tracking, ouais, ouais, les liens exact. de tracking. Les liens de tracking, oui, c'est hyper important parce qu'effectivement, ça fait partie de l'enjeu et c'est peut-être aussi un peu ce qui reste encore à développer un peu. C'est qu'aujourd'hui, nous, on est, comme je l'avais dit en préambule, transporteur en même temps que logisticien. Donc, derrière, tout notre tracking transport remonte sur la. C'est-à-dire qu'on offre une vision globale sur le suivi de la commande de bout en bout, y compris transport. Ouais, ouais. Donc, quasiment, enfin une très très grande partie des flux, tout ce qui rentre et tout ce qui sort, grosso modo, on peut les récupérer et on peut les afficher avec tous les statuts d'expédition Ouais, euh, ou de livraison. tout à fait. Laurent, on arrive à la fin, il nous reste un peu moins de, ouais, entre 5 et 7 minutes. Voilà, selon toi, quels sont les enjeux demain? Où est-ce que vous emmènent les clients? Qu'est-ce qui manque potentiellement encore aujourd'hui dans cette expérience digitale qu'on a créée ensemble? Tu as déjà donné quelques petits éléments. Est-ce qu'il Ouais, y en a d'autres que tu as en tête? ouais, j'en ai d'autres parce qu'aujourd'hui, dans la liaison, parce que là, on construit petit à petit un véritable partenariat avec les clients. Aujourd'hui, on a parlé un peu des évolutions administratives, des gains de productivité, etc., des évolutions de postes qui sont associées à ça, des évolutions de mentalité. Mhm. Mais quand on partage, quand on collabore, etc., en fait, on se retrouve à être une partie un peu supplémentaire du client. On est l'extension du Ouais, service du client. Et dans le service du client, de plus en plus, moi, je constate que, bon, alors, je ne vais pas dire qu'on nous tient responsable, mais en tout cas, on tient une grande place puisqu'on a le fonds de commerce des clients, on a les commandes, on a beaucoup de choses. Donc, on est à la fois prestataire de service et facteur de réussite de nos clients. Et sur cette facteur de réussite, même si on ne nous passe rien, on nous amène et on nous délègue de plus en plus de choses. Et c'est là où je pense qu'on va être attendu sur les années à venir sur maintenant quelle valeur on peut leur apporter par rapport à ça, quel outil d'aide à la décision on peut leur apporter. Et moi, j'ai un sujet qui me taraude en ce moment et dont on a commencé à échanger, Maxime, c'est est-ce que je peux les aider en logistique à dire, ben moi, je vais vous orienter le transport et je vais vous choisir la meilleure solution logistique. Ça, c'est déjà fait. Mais mhm, est-ce que je peux vous offrir la meilleure solution de transport et d'amener de l'ingénierie par rapport à ça, ouais, du choix du réseau de transport en fonction de la qualité de la commande, du conditionnement, de la façon, de délai de livraison, je ne sais pas, les algorithmes qui y a ça, mm, mais en tout cas, d'être force de proposition là-dessus, c'est quelle est la meilleure option logistique, au sens large cette fois logistique, pour gérer les flux.
Ça, c'est ce qui va nous attendre demain, je pense, où on va nous sous-traiter de plus en plus de choses. Les gens vont se reconcentrer sur leur métier et leur commerce, Mm. et nous, on va nous transférer, je pense, de plus en plus de valeur ajoutée. Ouais. Pour être un véritable pilote. Pour être un De véritable solutions pilote. logistique et transport Ouais, global. je pense que c'est ce qui nous attend demain, avec tous les sujets qu'on a évoqués et qu'il va falloir peaufiner, etc. Mais c'est là où l'IA va peut-être nous aider aussi un peu. Ouais, c'est Sur les sûr. prédictions, sur les choses comme ça, sur les choix d'orientation, Ouais. sur aujourd'hui, ça reste des métiers quand même où on sélectionne d'expérience, etc. Je pense que demain, l'expérience devra être accélérée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant qu'on mette fin à ce webinaire, si vous avez des dernières questions, il nous reste quelques minutes. Il y a un autre sujet dont on avait parlé aussi, je crois, à l'époque, et nous, on est en train de travailler un petit peu dessus. C'est, tu m'avais dit, j'aime bien quand mes clients n'ont pas trop de stock, parce que si ça tourne plus vite, c'est que je peux faire plus de services à valeur ajoutée par-dessus. Nous, voilà, on est en train d'essayer d'utiliser l'IA justement pour aider les logisticiens à apporter du conseil dans les comités de pilotage pour leurs clients, Mhm. pour dire Mhm. attention, voilà, sur ta gestion des stocks, j'ai repéré ça. Mhm. Attention sur ta gestion de tes commandes, j'ai repéré ça. Attention sur Mhm. tes adresses, attention, attention. Voilà, Mhm. on est en train de travailler là-dessus. Donc, tu vois, on l'a pas fait tout de suite. Tu nous l'avais dit à l'époque. Mhm. Et je suis totalement d'accord avec toi. D'accord. Vous allez avoir de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de conseils au quotidien dans la relation. On va vraiment ce partenaire de confiance. Ouais, tout à fait. Ouais. Partenaire de confiance. Ouais. Il y a une question que je vois là, et comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je saute dessus directement. Quels sont les obstacles majeurs auxquels vous vous êtes heurté? J'imagine que c'est dans le déploiement de la solution ou que c'est dans l'adoption client. Est-ce que tu aurais pour un mot de la fin, quelques problématiques que tu as pu avoir dans le déploiement ou difficultés? Ouais, le déploiement que je peux voir, c'est chaque client a certaines spécificités parce que quand on parle d'API et de connexion plug and play, ça nécessite effectivement de ne pas couvrir 100% des cas de figure. Donc, quand on couvre pas 100% des cas de figure et qu'on a des particularités, ben, ça devient un problème. Et on se dit, merde, comment on va y répondre, etc. Je pense notamment à un client qui devait gérer des numéros de série et des choses comme ça, très particulières, où ce n'était pas nativement prévu. Et il a fallu détourner des champs, etc. Il a fallu se creuser un peu la cervelle et voir un petit peu ça pour mettre en place ces connectivités. Donc, effectivement, c'est le point majeur, c'est que on développe des solutions plug and play, mais il y a forcément toujours quelque chose qui n'est pas prévu dedans. Et j'avais peur que certaines fois ça soit rédhibitoire et qu'on n'y arrive pas, mais on a réussi toujours à trouver une solution. Mais parfois, c'est chaud. Ouais, et chacun a ses spécificités. Donc, on essaie de faire une solution qui puisse être paramétrable client par Ouais, client. Et ouais. il y a beaucoup de différenciation. Mais oui, c'est vrai que c'est un vrai frein. Et parfois, bah, pas faire du sur-mesure peut avoir le désavantage de pouvoir répondre qu'à 80 ou 90% du besoin du client. Ça peut être le cas. Ouais, ça peut être le cas. Mais ça vous oblige aussi à vous reposer des questions sur est-ce que je ne suis pas en train d'aller trop loin dans une spécificité qui va me générer des problématiques? Au prétexte qu'on tient le client, on dit plus c'est spécifique, plus je le tiens, mais plus c'est spécifique et plus ça me coûte en fait aussi en interne parce qu'il faut que je mette du backup, j'ai toujours un remplaçant. Si la personne s'en va, bah, je ne peux pas la remplacer parce que ça manque d'expérience. Donc, je suis partagé sur cet aspect. Donc aujourd'hui, je fais toujours attention à dire restons quand même dans le domaine du raisonnable et trouvons plutôt des options que effectivement cherchons du spécifique à outrance. Il n'en faut néanmoins et il faut quand même pouvoir y répondre. Mais voilà, moi je suis plutôt sur harmonisons 80% et traitons 20% des choses en aparté. Ouais. Ça permet de diminuer la maintenance de process Ouais. spécifiques Après, client. quand on multiplie les contacts et les clients, je tiens pas à multiplier les équipes non plus, donc je fais attention à ce ratio. Je crois qu'on est tous d'accord ici. Écoute, Laurence, on arrive à la fin
du temps imparti. Merci beaucoup de ton témoignage. Je suis content parce que c'était pas juste de la pub pour Spacie. On a pu rentrer dans tous les aspects. J'espère que ça a intéressé tout le monde. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cette discussion. J'espère qu'on J'espère. n'attendra pas 3 ans avant de refaire un témoignage comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup de ton Bah, temps avec et plaisir, ta j'espère transparence. éveiller la curiosité, en tout cas, et l'intérêt pour les gens, mais avec plaisir. Et puis, s'il y a de la relation, on peut aussi me contacter directement. Il n'y a pas de problème si on veut avoir un peu plus d'informations. Directement, soit via ton mail, soit via LinkedIn, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah Pas de écoute, souci. superbe. Merci du partage. Passe une Bah, bonne journée. Bonne journée à tout le monde. merci. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir.